bonjour à tout le monde. J'espère que tout le monde a pris un café, parce qu'à priori, ça va être une bonne journée avec énormément de contenu, énormément de choses. Et effectivement, pour commencer, l'idée, ça va être de refaire un petit rappel de ce qu'on a la chance avec le Web Institute de voir en rencontrant énormément d'experts, en allant à énormément de salons, à énormément de conférences sur ce qui est en train de se passer, à la fois en termes de disruption et à la fois en termes de transformation. On pourrait dire énormément de choses, mais j'ai essayé de retenir 5 points que j'avais envie de partager avec vous ce matin. Le premier, c'est clair qu'on voit tous cette disruption, mais on a finalement encore du mal à voir l'impact exponentiel finalement que cette disruption digitale peut avoir. Il va falloir changer aussi de braquet en termes de vision. Oui, il y a évidemment peut-être un réseau social d'entreprise à mettre, oui, il y a des hackathons à faire, mais c'est bien plus que ça, et il va falloir être beaucoup plus ambitieux si on veut pouvoir répondre aux challenges et se défendre face finalement à ces nouveaux acteurs qui viennent nous surprendre. Évidemment, le premier facteur de disruption, c'est le consommateur. On va être franc, personne n'aime changer naturellement tout seul, mais ce consommateur, il est un peu doté de super pouvoirs finalement, grâce à Internet, grâce à l'Internet mobile, grâce à une connexion finalement permanente. On le voit là, avec quelques chiffres sur les réseaux sociaux. Alors, les plus occidentaux, j'aurais pu mettre quelques réseaux sociaux aussi asiatiques. C'est Zuckerberg qui nous disait cet été, il y a une journée, au mois d'août, 1/7 de l'humanité s'est connecté à Facebook. Donc c'est sûr que quand on peut partager des opinions, des avis, de l'information de manière instantanée, sans limite géographique, avec des millions, voire des milliards de personnes, ça change les règles. Et le consommateur, il nous challenge. Il est plus informé, il est plus exigeant, il a plus faim. Voilà. Et évidemment, à côté de ça, on peut enfin dire qu'en France, on s'est réveillé depuis 2-3 ans. On entend parler de start-up tous les jours. Alors évidemment, on n'a pas encore tout le temps la taille des levées de fonds de celle des États-Unis, mais ce qu'on peut voir effectivement, quand on a un Netflix qui vient secouer entièrement la distribution, la consommation de vidéos, quand on a Airbnb, qui a d'ailleurs fait un beau parcours en France, puisque Paris est désormais la plus grande destination sur Airbnb, quand on a Tesla qui réinvente la voiture électrique, quand on a Uber, on ne pourra pas dire qu'on n'en a pas entendu parler à Paris non plus. Donc on nous parlait des GAFA, aujourd'hui on nous parle des NATU. Mais finalement, voilà, au-delà de ces quelques exemples très iconiques, on peut voir que même en France, il y a énormément de nouvelles structures. Alors toutes ne survivront pas, toutes ne deviendront peut-être pas aussi performantes que celles-ci, mais en tout cas, voilà, tous les jours, il y a des jeunes et des moins jeunes qui se réveillent en se demandant comment je peux améliorer une proposition de valeur, comment je peux challenger un acteur existant, comment je peux aller réveiller une ancienne industrie qui s'est un petit peu endormie en proposant des nouvelles fonctionnalités, en utilisant le digital, en utilisant les nouveaux moyens de production, de distribution. Et ça, effectivement, c'est un vrai tsunami. Et on voit avec les plus matures d'entre elles, avec ce petit slide que j'ai emprunté à Faber Novel, où finalement on voit que ce soit les télécoms, la santé, le retail, l'énergie, les médias, la finance, le voyage, les GAFA, donc les plus vieilles des startups, qui aujourd'hui sont devenues des grandes entreprises mondiales, elles sont en train d'attaquer tous ces marchés avec des nouveaux appareils, avec des nouveaux services, avec des nouveaux contenus. Et aujourd'hui, les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, ont une capitalisation supérieure au CAC 40. Donc là encore, c'est violent. Aujourd'hui, on ne s'imaginait peut-être pas, quand on était une grande entreprise, se retrouver avec Google, qui était un moteur de recherche, venir nous concurrencer sur l'automobile, par exemple. Voilà, tous ces acteurs super puissants, super innovants, sont en train d'attaquer finalement largement au-delà de leur business initial, de nouvelles industries et venir challenger les acteurs existants. Et finalement, si on prend toutes ces vagues de disruption, ce consommateur connecté, ces startups, ces GAFA, on voit que derrière, il y a aussi une combinaison d'innovations technologiques. On a un réseau ultra rapide à haut débit, quasiment disponible partout dans le monde. On a une donnée qui explose et qu'on peut effectivement stocker et traiter comme jamais auparavant. On a de l'intelligence artificielle qui devient de plus en plus performante. On a la robotique qui est en pleine explosion. On voit que toutes ces technologies se combinent et en fait s'amplifient et s'accélèrent mutuellement. Et donc c'est là où effectivement c'est de plus en plus difficile d'anticiper ce qui va nous arriver. Si vous suivez Tesla, on a Elon Musk ici à ma droite qui est en train de nous faire la démonstration finalement de la dernière upgrade de sa voiture, puisque c'est vraiment comme une app, il y a une nouvelle version du logiciel Tesla, et là d'un seul coup voilà, on a un logiciel d'autopilote
qui va prendre la main sur le conducteur, qui va être capable, pas à 100% et pas tout le temps, mais en tout cas par exemple sur l'autoroute, tout simplement de changer de fil, de freiner quand une voiture avant va freiner, d'éviter un obstacle et de prendre la main. Alors, on pourrait déjà dire que c'est pas mal, mais là où c'est très fort, c'est qu'on a ce qu'on appelle du machine learning. Toutes les voitures Tesla, entre elles, remontent de la data et partagent ce qu'elles ont appris pendant la journée. Chaque jour, les voitures Tesla cartographient 1 million de kilomètres et partagent les expériences d'1 million de kilomètres avec les autres possesseurs de voitures. Et donc, chaque jour, en fait, l'autopilote s'améliore et progresse. Et donc là, en quelques jours, ça fait une dizaine, quinzaine de jours que cette nouvelle update est sortie, il y a déjà des conducteurs qui me disent « je suis vraiment en train de voir que le logiciel s'améliore énormément et comprend de mieux en mieux ce que je veux faire ». Donc on voit bien que là encore, au-delà, on va dire de la simple technologie, c'est la mise en réseau de cette technologie qui va enrichir et faire progresser les choses. Et donc finalement, on a un progrès technologique qui est de plus en plus exponentiel. On pourrait dire qu'aujourd'hui, on en est juste là, dans le petit triangle rouge. C'est là où ça commence à frotter, c'est là où ça commence à faire mal, c'est quand finalement la techno va plus vite que nous, quand le consommateur va plus vite que nous, mais c'est que le début parce qu'on est dans une courbe exponentielle. On connaît tous la loi de Moore, alors c'est un peu simpliste de dire qu'elle s'applique à tout, mais finalement c'est de se dire que tous les 18 mois, de nombreuses choses doublent en puissance, en taille, en vitesse, et donc on ne peut pas juste se dire le futur c'est hier fois 2. C'est beaucoup plus que ça, c'est beaucoup plus de choses combinées et effectivement, ça va être dur à anticiper. Je n'aurai pas le temps de vous le résumer, il y a un très bon bouquin pour ça qui s'appelle Exponential Organizations et qui nous explique que finalement, les nouvelles entreprises, elles sont quasiment 10 fois plus rapides, 10 fois meilleures, 10 fois moins chères et qu'elles ont une vision très exponentielle. C'est la Singularity University dont vous avez peut-être entendu parler qui creuse vraiment cette approche-là. Mais si vous voulez vous projeter, je vous invite vraiment à lire ce livre-là, et c'est le responsable de Google X qui nous dit que des fois, finalement, c'est presque plus simple de repartir de zéro et d'imaginer faire 10 fois mieux que 10% de plus avec l'existant. Et ça, c'est pas simple quand on est dans une grande entreprise, on a beaucoup d'existants et on peut pas forcément repartir de zéro. Pourtant, en face, on a des gens qui pensent de cette manière-là et on a tout un tas de projets qu'on pourrait appeler 10X chez les GAFA en ce moment. C'est effectivement Google qui veut connecter les gens avec des ballons et plus d'1 milliard de nouveaux internautes. C'est les Google Glass, c'est Google Fiber, c'est effectivement la robotique, c'est les drones. On voit énormément de choses survenir. Et effectivement, si on prend juste Google, ils ont racheté 12 sociétés de robotique. Boston Dynamics, par exemple, donc qui travaille beaucoup avec le DARPA, on va dire le ministère de la Recherche américaine, c'est pas du futur. C'est ce qu'ils sont déjà en train de développer. Alors, est-ce qu'on aura un chien robot à aller promener dans peu de temps? Je ne sais pas. Mais voilà, c'est déjà des appareils qui savent se déplacer, qui savent se repérer, qui savent se rééquilibrer. On va le voir ici. Bon, ça donne presque l'impression qu'ils sont vivants. On n'y est pas encore complètement. On imagine, on espère juste qu'ils ne mettront pas une mitraillette au-dessus. Mais effectivement, voilà, tout ça est en train de progresser très très vite et c'est en train de devenir très concret. Donc, ça va être assez intéressant. Facebook, lui aussi, veut connecter 1 milliard de plus de personnes. Finalement, ils se disent, on peut se battre contre nos concurrents, on peut juste augmenter la taille du marché et la taille du gâteau. Si on avait 1 milliard de personnes supplémentaires connectées à Internet, on aurait autant de business en plus. Et là, ils sont carrément en train d'imaginer des drones solaires qui permettrait de relayer finalement de la connexion Internet dans les zones, on va dire, plus difficiles d'accès. Amazon, eux, ils sont carrément en train d'imaginer la livraison par drone. Au début, tout le monde a trouvé que c'était une blague très très drôle. Finalement, c'était un beau coup de buzz, un beau coup de RP. Faut savoir qu'effectivement, aujourd'hui, ils sont vraiment en train de demander la permission à la Federal Aviation Administration aux États-Unis pour avoir des altitudes dédiées au transport de produits par drone. Et effectivement, demain, on aura peut-être la possibilité d'avoir une livraison en moins de 30 minutes, comme là, il nous le tease un tout petit peu, où finalement, si c'est un produit pas trop lourd et pas trop encombrant, peut-être un livre, peut-être un produit électronique, vous aurez tout simplement un drone qui pourra venir vous déposer ça à la maison rapidement. Donc il va falloir qu'on surveille le ciel au-dessus de nous quand on se balade.
Et là encore, on voit une technologie qui coûtait plusieurs millions, qui était réservée à l'armée avec malheureusement des objectifs pas toujours très sympathiques, devenir beaucoup plus accessible. Si on prend les drones, en gros, tous les 18 mois, ils sont capables d'aller 2 fois plus loin et d'emmener 2 fois plus de poids. Donc là encore, ça va progresser très rapidement. Donc on voit bien que voilà, ces sociétés aujourd'hui, elles ont un appétit, une ambition qui est assez énorme. Elles attaquent des grands défis. Elles essaient de trouver des solutions radicales et effectivement de s'appuyer sur des innovations technologiques rupturistes. Et c'est la définition tout simplement que Google X a donnée à son activité. Donc vraiment réinventer des choses, c'est pas juste améliorer les produits Google, ça c'est les divisions habituelles. Google X, c'est vraiment travailler sur des ruptures à 2, 3, 4, 5, 10 ans s'il le faut, mais qui vont changer la vie dans laquelle on est. Une deuxième tendance, c'est effectivement la publicité online qui est en train de connaître un véritable Big Bang parce que ça secoue fort. Ça secoue fort parce que là encore, après les banners, il y a une explosion d'intérêt pour le format vidéo. On voit bien Facebook, Twitter, Snapchat, tout le monde a envie de proposer des nouveaux formats. On a de la bande passante, on a de la 4G, on a envie de pouvoir consommer quelque chose d'impactant. Il va falloir même des fois réinventer les formats. On prend l'exemple de Snapchat, par exemple, que ce soit pour les publicités ou les chaînes de contenu, puisqu'aujourd'hui, il y a une douzaine de chaînes qui sont disponibles. Donc on va avoir Sky News, on va avoir National Geographic ou MTV. Et d'ailleurs, ils ont tendance à les dégommer si elles n'arrivent pas à performer suffisamment au niveau audience. On va devoir carrément réinventer des formats vidéo verticaux. Dans le cas de Snapchat, il y a 9 fois plus de complétion des vidéos quand elles sont tournées au format vertical nativement. Donc là encore, comment on réinvente ces contenus par rapport à de nouveaux formats. On voit bien Instagram, on voit bien Vine qui lance la vidéo, on voit aussi sur le live streaming Meerkat, Facebook qui permet aussi de faire du live pour les VIP, YouTube Live, Periscope qui cartonne plutôt bien en ce moment. Donc on voit que voilà, tout le monde teste différents ingrédients autour de la vidéo avec cette volonté de secouer un petit peu les formats. Évidemment, le RTB, la programmatique, on voit que c'est un énorme succès, cette capacité à pouvoir finalement un petit peu automatiser son achat d'espace de manière intelligente, plus en choisissant des sites, mais finalement les bonnes personnes sur les différents sites grâce à la data. Donc finalement beaucoup d'investissements technologiques, sauf que effectivement c'est bien d'investir pour acheter automatiquement ces campagnes de banners. Faudrait-il encore qu'elles soient visibles et distribuées? Et effectivement, on voit qu'avec le succès des adblockers, 26% des pubs vidéo sont bloquées aux États-Unis, 33 à 62% en Europe selon les pays. On voit que là, ça pose un problème, là encore. Il ne suffit pas d'avoir la technologie, il faut encore pouvoir être sûr de pouvoir la distribuer. Et si on regarde finalement les grands gagnants des adblockers, ça va être tout simplement Facebook qui est ravi puisque ses posts sponsorisés ne sont pas bloqués, puisque ce ne sont pas des banners. Ça va être effectivement Google qui va perdre un peu à Google Ads, mais dont les AdWords vont être aussi de plus en plus recherchés. Et un petit peu à Ad, si Apple est malin, effectivement, on imagine bien que les adblockers sur iPhone ne bloqueront pas les publicités de la régie Apple. Donc on voit que là encore, ils ont déjà beaucoup de puissance, ça risque de les renforcer encore plus dans ce qu'ils font. D'ailleurs, on voit même YouTube lancer une offre payante sans publicité. Donc on voit bien que voilà, la banner est challengée, finalement on essaie de trouver des nouvelles façons de proposer du contenu, de financer du contenu ou de toucher les individus de cette manière-là. Et on voit aussi que derrière tout ça, alors ça c'est un graphe de L2, donc il y a marqué Publicis, mais ça aurait pu être, je pense, n'importe quelle agence de communication. On voit qu'aujourd'hui, pour générer 10 millions de dollars de revenus, Facebook, il leur faut 6 personnes, Google, il leur faut 8 personnes, et Publicis, il leur en faut beaucoup plus. Et donc aujourd'hui, finalement, ces technologies, ces plateformes sont aussi en train de bypasser une partie des agences créa, une partie des agences médias, de récupérer une partie de cette valeur-là en proposant aux annonceurs et aux marques d'acheter directement ou via des outils chez eux. Et on voit que voilà, ça va être aussi un challenge pour tout cet écosystème publicitaire qui est nécessaire, qui est créatif, mais qui doit aussi vivre et qui a du mal à être aussi rentable que ces plateformes. Et puis la dernière chose, alors le schéma a l'air un petit peu compliqué, mais finalement, on a un rapprochement entre la pub
la DMP à gauche, donc je vais cibler des gens que je ne connais pas, mais que je vais essayer de cibler de la meilleure façon possible. Et puis le CRM, finalement, ma base de contacts, a priori de prospects clients déjà identifiés. Et on voit des outils, alors on citera pas ceux de la plateforme Adobe, mais voilà, qui vont enfin permettre aux directions marketing digital, de pouvoir vraiment connecter tout ça pour avoir une vision complète de tout le parcours client, tous les points de contact, et pour pouvoir vraiment, on va dire, architecturer de manière maligne, mesurée et rentable toutes les prises de communication. Alors c'est sûr, hein, on devra rester créatif, mais la data va effectivement énormément nous aider dans notre travail de marketeur. Troisième tendance, attention à la transformation digitale Canada Dry. Alors les moins de 30 ans ne comprendront pas cette blague, mais effectivement on voit beaucoup finalement d'effets d'annonce. C'est un peu la kermesse de l'innovation, hein. Alors il y a pas un grand groupe qui n'a pas ouvert son incubateur, qui n'a pas racheté une start-up. On parle même de licorne pour les start-up qui valent plus d'1 milliard. On parle de MOOC, de hackathon, d'Internet des objets. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle. Tout le monde a l'air motivé, tout le monde a l'air d'avoir envie. Maintenant, c'est vrai qu'on peut vite faire des effets d'annonce et que derrière, finalement, on ait beaucoup de gadgets, beaucoup de petits dispositifs qui ne changent pas structurellement le business model ou l'organisation. Et on va être clair, c'est souvent la faute du management. Je ne vais pas être très sympa, c'est les premiers à dire « Ouais, je suis pour la transformation digitale, allez-y, faites-la ». Mais c'est là où on a envie de leur dire « Faites-la comment ?» C'est à vous de dresser la vision, c'est à vous de dresser la roadmap, et c'est surtout à vous de soutenir cette transformation qui va être longue, qui va être compliquée, qui va être coûteuse, et qui ne va pas être évidente. Un des exemples tout bêtes, hein, mais combien de fois j'ai vu des entreprises lancer un réseau social d'entreprise qui a un peu du mal à décoller, et puis on pose la question « Mais est-ce que le management est dessus? Est-ce que le PDG est dessus ?» Ben non, il n'a pas le temps. C'est difficile de demander aux gens de changer si soi-même on ne s'impose pas de changer et si on ne montre pas l'exemple. Et là, je pense qu'en termes d'exemplarité, il y a un vrai boulot du management. Ce n'est pas une tare de dire je ne sais pas tout, je vais aussi aux formations digitales et je passe le message à mes équipes que c'est hyper important parce que j'y vais et je montre que moi aussi je fais mon changement. Et ça, malheureusement, c'est encore trop souvent un problème. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il va falloir être curieux. C'est ce qu'on essaie de faire avec le Hub Institute, c'est d'être curieux pour les autres, de leur gagner du temps en allant interviewer les marques qui font. Avant même d'expliquer ce qu'elles devraient faire, c'est intéressant de voir ceux qui font des choses innovantes. On va essayer de synthétiser toute cette cacophonie, parce que du contenu, des infos, il y en a énormément, c'est pas toujours évident à traiter. Puis on va là où se fait l'innovation, le CES, NRF, etc. Mais c'est important pour les annonceurs de vraiment aller au-delà de ces frontières. Vous connaissez déjà vos concurrents. Allez dans d'autres industries, allez voir d'autres structures, allez voir des startups qui sont peut-être encore pas au top, pas parfaites, mais qui pourraient demain devenir des partenaires, qui pourraient demain vous amener des avantages compétitifs. Si vous n'êtes pas curieux aujourd'hui, vous allez rater des énormes virages, vous allez rater des nouvelles choses. Et j'adore cette phrase de PPC, de Pierre-Philippe Cormoret, du groupe BPCE, qui nous dit que finalement le digital, ça ne s'apprend pas dans les slides ni dans les comités, comme dans un sport, ça se pratique. Si vous voulez avoir la médaille d'or, va falloir commencer à vous entraîner, il va falloir vous entraîner dur. On ne peut pas gagner la médaille d'or de natation en lisant comment nager dans un livre ou en embauchant un expert. Il y a un moment, il va falloir sauter dans le bassin, on va faire le petit chien comme tout le monde, ça va être désagréable. Et après, on va progresser. Donc ça, c'est vraiment important. Ça ne s'apprend pas dans les livres ou juste dans les formations. Il faut aussi pratiquer, il faut aussi changer la façon de faire. Et elle peut faire un peu peur, mais c'est la matrice qu'on a fait. C'est la deuxième version de la transformation digitale. Aujourd'hui, on a 6 grands chantiers à gauche. Le management, la culture et l'organisation, la technologie, la data, l'expérience client, le marketing et la mesure. Et ça, c'est un peu tous les besoins du moment organisés par ordre de maturité. On ne peut pas tout faire en même temps et il faut aussi faire les choses par étapes. C'est bien de parler de big data et de prédictif. Il faudrait peut-être déjà savoir ce qu'on a comme data en interne. Il faudrait peut-être déjà unifier son CRM online et offline ou à l'international. Il faudrait peut-être aussi revoir sa cybersécurité, avoir des outils de data visualisation et de data mining avant même de vouloir faire du prédictif. Donc ça, c'est important de se dire, il va falloir une feuille de route et il va falloir faire travailler tout le monde ensemble. Parce que là, on regarde, c'est le management, les DRH, les DSI, les directeurs marketing. Donc si on ne se met pas tous autour du table et si justement on n'a pas des outils pour pouvoir se coordonner, on va tous être bloqués. Si on veut accélérer sur la big data mais que les RH ne recrutent pas les bons profils ou ne forment pas les profils existants, on va être coincé. Donc on voit bien qu'on est tous interdépendants et c'est ça qui ralentit énormément les grandes entreprises aujourd'hui. Heureusement, certaines sont en train de montrer que c'est devenu une nécessité stratégique. Aujourd'hui, Accor, c'est 225 millions d'euros en 5 ans
sur leur plan de transformation. AXA, ils ont annoncé plus de 950 millions d'euros d'investissement et pour les croiser régulièrement, je vous rassure, ils ne sont pas en train de plaisanter ou ils ne sont pas en train de cramer du cash pour le fun, ils sont vraiment en train de se dire voilà, la data, c'est notre business, c'est vraiment maintenant, dans les 3, 4, 5 ans qui viennent, qu'on fera la différence. C'est cet effort, cette sueur, ces investissements importants qui nous permettront d'avoir un énorme avantage dans les années qui viennent parce qu'on aura fait ce boulot. Et ça paraît beaucoup, mais finalement, c'est encore faible. Si on regarde, Google, c'est 9,8 milliards de dollars de R&D, juste de R&D chaque année. Ils peuvent dépenser quasiment 10 milliards de dollars pour des trucs qui rapportent rien tout de suite. Donc là aussi, en face de nous, on a des mammouths mais qui accélèrent fort et qui ont des énormes moyens. Et puis, on parlait, le leadership, c'est vraiment de passer de cette culture du wait and see au test and learn, c'est d'accepter d'expérimenter. C'est, oui, on doit être excellent, mais sur les nouvelles choses, il faut les laisser bricoler, il faut les laisser expérimenter. C'est aussi toujours, finalement, ces boîtes qui disent « ouais, il faut qu'on innove, alors incubons des startups, travaillons avec l'extérieur », mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas déjà plein de gens qui auraient des idées pour innover chez vous ? Et je pense que le digital, c'est aussi aider à collaborer avec tous les gens en interne et remonter finalement beaucoup d'idées, beaucoup de suggestions d'innovation de gens très frustrés parce que ces idées-là, elles n'ont pas pu ou elles n'ont pas su, il n'y avait pas les moyens de les faire phosphorer ou voyager dans l'organisation. Si on prend Pernod Ricard, voilà, ils ont une démarche à l'année, ils vont vraiment faire un concours interne de suggestions d'innovation avec différentes étapes et des vrais budgets pour pouvoir financer les meilleures idées de leurs salariés. Ça ne les empêche pas à côté d'avoir une cellule d'innovation qui est là encore aussi très autonome avec son budget pour aller repérer des collaborations, des startups avec lesquelles travailler de manière beaucoup plus libre qu'avec, on va dire, les contraintes mises sur les sociétés traditionnelles. Et évidemment, il va falloir faire monter aussi tout le monde en compétences. Ce n'est pas juste quelques experts ou quelques prestataires qui vont changer l'organisation. Un gros boulot sur la formation qui doit aussi être de plus en plus individualisée. On a essayé de lancer un QI digital juste pour aider les gens à s'auto-diagnostiquer. Et puis, je pense qu'il y a un enjeu aussi diplômant ou certifiant. Si on veut motiver les gens les moins motivés, à un moment, il faut leur donner une carotte. Et si on leur demande de faire un effort pour l'entreprise, il faut aussi que l'entreprise leur propose des choses motivantes. Et puis après, c'est Forrester qui le dit, c'est pas moi. Si vous voulez vraiment pas comprendre le nouveau monde du digital, virez-vous. C'est un peu méchant. Mais c'est vrai qu'on ne pourra pas dire qu'on ne vous aura pas prévenu que le digital c'était important, que ça arrivait, que c'était là. Il y a quand même plein de moyens de s'informer, donc profitez-en. Et puis une dernière chose sur l'aspect techno, au-delà d'acheter des super technos très chers, peut-être aussi se demander à quels outils on travaille. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un peu l'impression de repartir dans le passé dans certaines entreprises. C'est un peu retour vers le futur, avec des ordinateurs d'il y a 5 ans, avec des téléphones il y a 3 générations. À l'époque, quand même, le matos professionnel, il était largement meilleur que celui, on va dire, des consommateurs. Aujourd'hui, on se pose des questions. Et aujourd'hui, dites-vous combien ça coûte de frustrer vos équipes. C'est important. 4e tendance, l'expérience client, CX, Customer Experience, c'est vraiment vital et c'est presque plus important que votre publicité. Aujourd'hui, la publicité, c'est une taxe contre l'ennui. Si vous êtes relou, si vous êtes chiant, si vous n'êtes pas innovant, vous allez devoir payer beaucoup d'argent pour forcer les gens à vous écouter. Si vous avez un produit qui est hyper innovant, hyper satisfaisant, les gens vont en parler pour vous. On l'a vu avec les médias sociaux, ils sont connectés. Si vous les inspirez, si vous créez quelque chose, ils auront envie de le partager. Et donc, évidemment, la pub reste importante, mais l'expérience client, c'est encore plus important. Faire de la pub pour un mauvais produit, au final, ça va nous coûter très cher et ça ne va pas marcher des masses. Regardez juste l'exemple de Uber. Je pense que vous n'avez pas vu beaucoup de publicité pour Uber en France et ça ne les a pas empêchés d'exploser. Parce qu'au final, on a beaucoup vu les chauffeurs de taxi, quelques chauffeurs Uber à la télé. On n'a pas beaucoup vu les clients. C'est pourtant eux qui ont fait le succès aujourd'hui parce qu'ils ont choisi, ils ont vraiment, ils sont convaincus que c'est une meilleure expérience, que c'est une meilleure solution, que ça fonctionne mieux que le reste. Et si on regarde l'expérience client, c'est une histoire d'ergonomie, de contenu et de service. Si on arrive bien à mixer tout ça ensemble, et on le voit dans les startups américaines en général, ils arrivent à faire bien travailler les gens de l'IT, les gens du front, de l'UX et les gens du contenu, on arrive à faire des choses. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour, en termes de contenu, inspirer les gens ? Je pense que vous avez vu cette campagne de DC Shoes. Ils ne sont pas juste en train de nous vendre des baskets, des t-shirts ou des casquettes, ils sont vraiment en train de nous faire rêver avec des trucs incroyables, never seen before. Donc là, ils vont juste... nous, j'ai un petit peu raccourci, mais nous faire rêver avec juste quelqu'un qui fait de la moto,
sur l'eau et qui, au-delà de juste faire de la moto sur l'eau, va juste surfer une vague avec sa moto. Effectivement, regardez votre dernière pub, regardez ça, demandez-vous ce que vous avez plus envie de partager. Donc voilà, c'est vraiment important aujourd'hui de se dire, il faut être inspirant, et c'est pas qu'une question de moyens. Là, on avait beaucoup de budget, mais je sais pas si vous avez vu cette vidéo de Michel et Augustin et de leur DRH dans le métro. C'est changer les façons de faire, c'est oser faire le petit pas de côté, c'est oser interagir et créer de l'émotion. Je suis responsable des ressources humaines chez Michel et Augustin. Voilà, donc là, elle descend dans le métro, elle nous fait, voilà, je suis DRH de Michel et Augustin. Alors tout le monde se dit au début, mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Elle va encore nous demander des trucs. Elle nous dit, j'arrive pas à recruter, j'ai des jobs, et elle va sortir ses CV, enfin ses demandes de CV. Je cherche un graphiste web designer. Est-ce que quelqu'un connaît quelqu'un qui fait du web design et du print? Non? Personne. Bon, c'est pas grave, ça sera la prochaine rame. Je cherche un responsable des achats. Des commerciaux? Oui, je cherche des commerciaux, madame, merci. Non, on veut parler. Non, c'est terminé, les réseaux sociaux tuent l'humain. Mais je suis là, je suis venue à votre rencontre. Oui, on prend des stagiaires, tout est là. Et il y a l'offre qui est dessus. Ah, un peu par là. Si vous m'aidez à trouver quelqu'un, Des gens qui auraient le power. je vous invite à la bananeraie et on fait un cours de cookies avec tous les trubillons. Voilà. Est-ce que vous avez le power là maintenant? Oui, il y a de la musique. C'est incroyable, c'est incroyable. Voilà, donc finalement, c'est pas une question de budget, c'est d'abord une question d'attitude, d'envie et de se mettre aussi à côté de son client. C'est aussi une question de service et de se dire, qu'est-ce que je peux apporter, comment je peux coacher, comment je peux fournir quelque chose qui est individualisé. On l'a tous vu avec Nike Plus et les autres applications de Quantify Self. Voilà, j'ai envie d'un service qui est pour moi, qui m'aide moi à progresser en tant que consommateur. Et donc finalement, votre boulot, c'est de créer des expériences contagieuses qui doivent être utiles et personnalisées, interactives et participatives et qui soient un peu différentes parce qu'il y a un bonus si vous faites les choses, qu'elles créent de l'émotion, qu'elles sont remarquables et que les gens ont envie de les partager. Et pour ça, évidemment, on voit la multiplication des points de contact. Il va bien falloir s'organiser différemment, s'équiper aussi avec des outils pour gagner du temps, gagner en puissance, gagner en efficacité pour créer tous ces services, les distribuer, tous ces contenus de manière pertinente et rapide. Et puis pour terminer, vous avez vu, j'ai réussi à pas mettre Big Data quasiment dans la présentation, mais c'est vrai que la donnée c'est important et c'est aussi important, alors là je vais être un peu chiant, pour aussi finalement ces enjeux de sécurité et d'éthique. On le voit bien avec Sony l'année dernière, ça a été assez violent, mais ça peut arriver à tout le monde. On l'a vu avec Snowden, on l'a vu avec Assange, c'est quelqu'un qui part avec une clé USB, c'est un concurrent qui vous hack, voilà, ça peut être énormément de choses, sauf qu'aujourd'hui, déjà c'est déplaisant avec un compte email ou avec des documents d'entreprise, quand demain ça va être avec l'Internet des objets, quand demain on va pouvoir prendre le contrôle, et c'est déjà le cas, il y a eu certains tests de fait de véhicules et pouvoir les détourner, quand on va pouvoir rebooter votre maison, ouvrir votre porte, allumer votre lumière, ça va vraiment être un vrai problème. Et vous avez une énorme responsabilité en tant qu'entreprise de sécuriser au maximum ces services. Aujourd'hui, vous voyez comment Volkswagen paye très cher cette perte de confiance. Voilà, ça peut arriver à tout le monde, personne n'est à l'abri. Et là, il va falloir faire des vrais efforts pour se prémunir contre ça. Et puis, au-delà de la sécurité, l'éthique, c'est vraiment important de se dire, aujourd'hui, c'est pas parce qu'on peut faire des choses avec la data qu'il faut forcément les faire et que le consommateur va l'accepter. Donc là encore, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui est souhaitable, au-delà de l'efficacité et de la performance. Donc pour récapituler, pensez vraiment ambitieux, 10x. Attendez-vous à un Big Bang de la publicité en ligne. Essayez de faire une transformation qui soit vraiment dans le fond et pas juste dans l'emballage. L'expérience client, contenu, service, ergonomie hyper importante. Et puis, effectivement, pensez quand même à sécuriser tout ça. Il y a du boulot. Et je pense que vous allez être inspiré pour le reste de la journée avec les prochains speakers. Merci à vous.